Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'École universitaire de recherche H2O Lyon. On aura le plaisir aujourd'hui d'écouter Maxime Boivin de l'UQAC qui nous parlera de bois mort en rivière et des expérimentations qui ont été faites lors des 15 dernières années au Québec. Et ce webinaire, il est organisé en collaboration avec le Collégium de Lyon. Donc, H2O Lyon, chaque année, accueille un ou deux chercheurs pour des séjours longs entre 5 et 10 mois à Lyon, dans le cadre d'un partenariat avec le Collégium de Lyon. Et donc, cette année, on a la chance d'avoir Maxime avec nous jusqu'en juin. Et on aura aussi un deuxième chercheur, Santiago Yepes, qui vient du Chili, qui arrivera en février. Et puis, c'est aussi en collaboration avec le réseau Rivière. Donc voilà, on travaille depuis un petit moment avec ce réseau sur des thématiques qui sont d'intérêt à la fois pour nous et pour eux. Et ça fait un peu suite à toute une série de webinaires qu'on a eu sur le bois mort en rivière, sur tout ce qui est restauration low-tech. Et je vais laisser la parole peut-être à Antoine pour Verchowski du réseau pour dire quelques mots. Oui, bah, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Pour rappeler juste qu'effectivement, c'est un webinaire organisé donc, en fait, un transfert de connaissances entre la science et les gestionnaires, et aussi qui rejoint une longue liste de webinaires organisés sur la question du bois mort en rivière, ou du bois largement, plus largement en rivière. Et donc là, il y a une playlist dédiée sur la chaîne du réseau Rivière. Et je cède la parole au suivant. Merci. Merci beaucoup Antoine. Pour remettre un peu peut-être en contexte pour s'il y a des gens qui connaissent pas H2O Lyon. Donc H2O Lyon, c'est un regroupement de tous les laboratoires de recherche à Lyon et à Saint-Étienne qui travaillent sur l'eau douce. Et donc on est financé par l'État pour travailler autour de quatre piliers qui sont le lien entre la formation et la recherche, le lien avec les acteurs des territoires, avec l'international et également à favoriser l'interdisciplinarité qui est vraiment nécessaire pour les enjeux autour desquels on travaille. Dans ce cadre-là, on a vraiment une vocation assez forte de formation. On essaye le plus possible de donner la parole et d'inclure les étudiants de master ou les doctorants. Et donc aujourd'hui, on aura avec nous pour co-animer le webinaire donc Kevin Vical, qui est étudiant du master Integrated Watershed Sciences de la mention Sciences de l'eau de Lyon et qui va faire son stage de master à l'agence de l'eau RMC sur tout ce qui est le un inventaire de toutes les utilisations donc du bois mort en rivière en France. Donc il va co-animer. Merci beaucoup. Du coup, pour présenter un petit peu Maxime rapidement, il est chercheur, donc professeur-chercheur spécialisé en hydromorphologie à l'Université de Québec à Chicoutimi. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'il dirige une équipe de recherche qui se spécialise sur la géomorphologie et notamment les dynamiques du bois en rivière et leurs interactions avec les dynamiques fluviales. Et donc, il a participé à de nombreuses recherches sur ce sujet et notamment aussi co-auteur d'un guide de référence qui s'appelle le guide d'analyse de la dynamique du bois en rivière, paru en 2019, qui fait un peu référence en langue française sur le bois en rivière. Et il a aussi développé un outil d'aide à la décision, d'aide à la décision à destination des gestionnaires. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Kevin, pour l'introduction. Je vais partager ma présentation. Merci à tous d'être présents. Juste m'installer. Parfait. Donc, merci à tous d'être présents ici là, cet après-midi ou ce matin pour ceux qui sont au Québec. Merci aussi à Jeux Lyon de me permettre de pouvoir partager nos connaissances ici. J'ai nos connaissances parce que lorsqu'on travaille sur des projets de recherche sur 15 ans, il y a énormément de personnes qui collaborent avec nous. Je vais tenter là, de faire honneur là, à l'ensemble de ces collaborations-là. Et donc, je
vais tenter brièvement de vous présenter là, 15 ans de projet au Québec sur la question de la dynamique du bois en rivière. Il y a un peu de France et de Lyon déjà dans ces 15 années de projet-là, dans le contexte où j'ai fait ma thèse en co-tutelle avec Hervé Piéguet ici à Lyon, que j'ai commencé il y a justement 15 ans. Donc, on va faire un survol un peu sur les différents projets. Et comme Kevin l'a dit tout à l'heure, là, je vais aussi vous présenter le guide qu'on a développé en partenariat avec des collègues de l'Université du Québec à Rimouski, là, Thomas Buffin-Bélanger et Maxime Maltais, là, qui sont dans la salle, je crois. Donc voilà, de mon côté, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis maintenant presque 8 ans, un peu plus que 8 ans. Professeur en géographie physique, spécialisé en hydrogéomorphologie. J'ai aussi une équipe là, derrière moi avec le laboratoire de recherche et d'expertise en géographie appliquée, le LERGA, donc d'où je suis le co-responsable, avec une vingtaine de personnes à l'intérieur de ce labo-là. Je suis aussi co-titulaire d'achat de recherche sur les espèces aquatiques exploitées, donc thématique là, où on travaille sur la restauration des cours d'eau et sur l'ensemble des liens entre dynamique fluviale et habitat pour le poisson. Donc, j'ai tendance parfois à parler trop, donc je vais tenter de respecter mon 40 minutes cet après-midi. C'est l'objectif que je me suis donné. Donc, comme Claire-Lise l'a mentionné, je suis en année de recherche actuellement à Lyon, accueilli par H2O Lyon et le Collègium de Lyon jusqu'en juillet 2026, où l'objectif principal de ce séjour est de travailler là, sur la question des bois en rivière, mais pas uniquement, parce qu'on travaille aussi sur des questions de développement d'outils géomatiques large échelle, sur tout ce qui est restauration de cours d'eau, transport de sédiments. Donc, plusieurs thématiques, mais la question principale là, sur laquelle on souhaite développer des partenariats, puis je vais tenter là, de vous présenter certains partenariats là, qu'on souhaite mettre en place ici. Donc, l'idée est de développer pour s'amuser en sciences là, entre nos deux régions. OK, pour commencer un peu, le bois en rivière, je suis certain que la majorité sont familiers avec les notions de bois en rivière, mais un peu une certaine introduction. C'est quoi le bois en rivière? Bien, on va retrouver des tailles variables, des compositions variables aussi selon le milieu dans lequel on se trouve, selon le type de cours d'eau, selon les dynamiques fluviales. On va retrouver trois composantes principales lorsqu'on va s'attaquer ou s'interroger sur la question de la dynamique du bois en rivière. Donc, ce sont les trois composantes principales qu'on va retrouver à l'intérieur d'un bilan ligneux, donc un bilan qui va travailler sur tout ce qui est recruté dans le cours d'eau, donc le input qu'on va avoir à l'intérieur du système, tout ce qui est mobilisé ou transporté durant les crues et tout ce qui est accumulé, donc à l'intérieur là, du système fluvial. Au niveau du recrutement, on peut avoir du recrutement par mortalité naturelle, donc des arbres qui vont mourir sur pied, qui vont finir par tomber dans le cours d'eau, du bois qui va être produit par la migration latérale, donc l'érosion des berges et qui va venir tomber et être mis en mouvement par la suite dans les cours d'eau, et ou sinon, parfois dans certains contextes, comme ici en plein cœur de la péninsule gaspésienne, ou un glissement de terrain superficiel a apporté là, un certain volume en bois au cours d'eau. Au niveau du transport, on peut avoir différents types de transport, plusieurs travaux qui ont été réalisés autant au Québec, à Lyon, aux États-Unis, en Italie, au Japon, donc dans différents pays, pour travailler sur la notion de transport du bois qui peut se faire soit par flottage, par traction en frottant sur le lit du cours d'eau. Parfois, dans certains contextes, comme un exemple ici là, d'un article de Wall et al. En 2018, ou avec un écoulement hyper concentré en bois. Et comme je vais vous présenter, pour les régions froides, parfois du transport aussi entremêlé avec de la glace de rivière, là, donc qui est une particularité de nos environnements nordiques ou à régime tempéré froid. Au niveau des accumulations, bien, on va avoir des bois individuels. Donc, on va parler d'un tronc. Lorsqu'on parle de bois en rivière, on va parler d'une pièce de bois de minimum 1 mètre de longueur avec un diamètre là, minimal de 10 centimètres. Et un embâcle va être constitué à partir de trois morceaux de bois minimum. Donc, de là, pourquoi qu'on peut avoir là, des embâcles relativement petits à partir de trois pièces de 1 mètre de long, 10 centimètres de diamètre, pardon, à des embarques un peu plus
gros et de plus en plus gros, jusqu'à des rafts, par exemple, comme on observe dans l'est du Québec, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, vous avez un peu un exemple ici de différents types là, d'accumulation de bois, de bois plus récent qui est tombé dans le cours d'eau lors de la dernière crue, par exemple, à du bois accumulé là, depuis une cinquantaine d'années là, dans certains chenaux. OK, le bois en rivière et hydrogéomorphologie, on sait que c'est une interaction constante qui vont survenir et qui vont survenir aussi à différentes échelles spatio-temporelles, donc à multiples échelles spatiales, à l'échelle d'un site où on va avoir des interactions entre l'hydrogéomorpho et le bois en rivière, à l'échelle d'un tronçon de rivière, d'un corridor ou même à l'échelle du bassin versant. Donc, il y a des dynamiques qui vont s'effectuer ainsi et aussi temporellement où on va avoir une notion de trajectoire à l'intérieur des systèmes. Donc, comme je vais vous présenter tout à l'heure, dans les systèmes gaspésiens ou les systèmes de l'Est du Québec, on observe une augmentation des volumes en bois dans les cours d'eau. Donc, c'est une forme d'évolution à différentes échelles temporelles qui va amener là, des modifications au niveau de ces dynamiques et de ces interactions-là. Ensuite, on sait aussi que le bois en rivière va créer autant des avantages écosystémiques que des enjeux potentiels, des enjeux de sécurité civile. Par exemple, dans certains contextes où les embarques de bois peuvent rediriger l'eau sur une berge opposée et créer de l'érosion des berges. Dans certains contextes, lorsqu'on a des accumulations importantes, on peut avoir aussi un rehaussement du niveau d'eau en amont qui peut créer des inondations. Les embarques peuvent créer une accumulation de sédiments dans certains secteurs qui peuvent devenir des enjeux en termes de gestion, en termes de multi-usage du cours d'eau. Mais à l'inverse, le bois en rivière va aussi avoir là, énormément d'avantages écosystémiques. Selon les cas, on peut avoir de la protection de berges, donc où les arbres vont s'accumuler, par exemple, sur une berge externe et va protéger la berge là, des crues morphogènes subséquentes et donc diminuer les taux d'érosion peut dans certains contextes, et même on l'utilise aussi là, dans certains cas où on a une incision importante des cours d'eau, donc dans des systèmes où on est en déficit de sédiments, par exemple, où la présence là, de bois en rivière, d'embarques de bois, va diminuer l'incision et peut stabiliser le cours d'eau. On sait aussi les liens qui existent entre les habitats aquatiques et la présence de bois, ou généralement dans les cours d'eau où on observe la présence de bois en rivière, bien, on va observer une géodiversité plus élevée, donc des patrons d'accumulation de sédiments qui vont être accentués par la présence de bois, des écoulements aussi qui vont être variés par cette présence d'embarques de bois, donc qui va amener là, cette géodiversité-là qui est nécessaire là, pour maintenir ou conserver une biodiversité élevée peut aussi diminuer dans certains contextes le pic de crue et ou recharger les nappes phréatiques par le rehaussement du niveau d'eau. Donc, comme vous pouvez voir, le bois en rivière va jouer sur ces deux volets-là et peut autant avoir des avantages que des inconvénients. De là, un peu l'intérêt de développer un guide là, sur la dynamique du bois là, que je vais vous présenter à la fin de cette présentation. Donc, le fait de connaître et d'intégrer tout ce qui touche à la dynamique du bois en rivière mais permet à court terme et à moyen terme d'avoir une meilleure gestion des bois en rivière dans nos cours d'eau, de diminuer les risques potentiels ou les enjeux potentiels avec l'occupation du territoire, avec les multi-usages. Et dans un contexte actuel où la restauration par les processus, les restaurations low-tech, qui intègrent de plus en plus la réintroduction de bois dans les cours d'eau, bien, de connaître cette mécanique liée au bilan, par exemple de l'introduction, de la mobilité, des accumulations de bois, bien, permettent là, d'avoir des projets qui sont soit plus durables ou qui sont moins à risque là, de créer des enjeux potentiels sur une échelle de temps relativement court. Donc, comme je vous disais, au niveau de la présence des bois dans les cours d'eau, la présence du bois peut jouer autant sur un positif que sur le négatif ou peut avoir deux orientations. Si on parle, par exemple, à l'échelle d'un site, en termes d'hydraulique, donc en termes d'écoulement, bien, la présence de bois peut autant concentrer l'écoulement dans une veine d'eau, par exemple, et que la présence de bois va concentrer l'écoulement, que de diffuser et de créer, par exemple, un débordement. Ici, c'est dans un contexte là, de barrage analogue de castor, mais la présence d'un tronçeuil, par exemple, ou d'un embarque de bois peut créer là, cette même diffusion.
Pareil au niveau morphologique, où le cours d'eau, où la présence de bois peut créer de l'érosion dans certains secteurs. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, ici, deux embâcles qui créent une concentration d'écoulement et qui va favoriser l'érosion dans certains secteurs. Et dans d'autres contextes où la présence d'embâcles de bois peuvent favoriser là, l'accumulation de sédiments. Et à l'échelle du bassin versant ou à l'échelle hydrologique, on peut avoir autant une augmentation des niveaux d'eau qu'une atténuation selon la dynamique du cours d'eau, selon l'environnement dans lequel on se retrouve. Au niveau biodiversité, donc au niveau hydraulique, les travaux qu'on réalise en lien avec l'habitat pour le poisson, bien, on sait que la présence d'embarques de bois va créer des zones de repos, va créer des zones d'alimentation aussi pour les différents stades de vie des poissons et peut permettre là, aussi le développement d'algues là, qui peuvent venir alimenter la chaîne trophique. Au niveau morphologique, création de berges en surplomb, refuge thermique dans un contexte de changement climatique et d'augmentation des températures en eau, c'est non négligeable. En termes de zones de reproduction, d'îlots végétalisés, et au final, c'est réellement une géodiversité qui est apportée par la présence de bois dans les cours d'eau. Et comme je vous disais aussi, tout ce qui est en lien avec la recharge de la nappe phréatique, mais en termes hydrologiques, la présence d'embarques de bois peuvent protéger les juvéniles, par exemple, durant les crues. Donc, ce sont des zones de protection qui peuvent être utilisées. OK, donc en présence de bois dans les cours d'eau, il y a plusieurs questions qui émergent malgré tout en termes, c'est des enjeux de gestion. Où plusieurs questions vont survenir. Donc, par exemple, quels sont les volumes de bois qu'on retrouve dans les cours d'eau? Quels sont les volumes qui sont mobilisés lors des crues? Quels sont les facteurs de mobilisation du bois? Le temps de transit, donc combien de temps un arbre reste dans un cours d'eau? Quels sont les volumes recrutés, évacués? Donc, et quelles sont les tendances historiques et futures? Donc, en termes de gestion de volume de bois, ce sont des questions qui émanent là, des gestionnaires. Donc, des réponses à ces questions-là permettent de mieux anticiper l'évolution du système là, affecté par la présence du bois dans les cours d'eau. Et je vais vous présenter un peu différents travaux là, qu'on a réalisés. Donc, comme je disais en début de présentation, ça fait plus ou moins 15 ans qu'on travaille sur la question du bois en rivière. Travaux que j'ai entamés lorsque j'étais en thèse à l'Université du Québec à Rimouski et que j'ai poursuivi là, dans les dernières années à l'UQAC, où on a travaillé sur ces questions-là, majoritairement dans la région de la Gaspésie, de l'Est du Québec, qui est une portion des Appalaches, qui implique qu'on est dans des cours d'eau à forte mobilité avec des volumes importants de bois dans les cours d'eau, dans le contexte où on a des bandes, où on a des plaines alluviales forestières qui couvrent les plaines alluviales et avec des taux de mobilité là, élevés dans ces cours d'eau-là. On a un cas relativement rare aussi, le raft de la rivière Saint-Jean. Donc, vous m'avez peut-être déjà vu présenter sur cette question-là, mais où on avait un cas assez particulier là, d'un embarque qui faisait 3,5 km de long à l'embouchure de la rivière Saint-Jean. Donc, la mobilité et l'accumulation importante du bois constituent parfois là, des défis pour la gestion des cours d'eau et je vais vous présenter un peu ces éléments-là aussi. Donc, motivation, on a deux grandes motivations, des motivations scientifiques où c'est reconnu qu'un manque de données ou de connaissances sur les rivières naturelles et non aménagées de taille moyenne. Donc, l'ensemble des cours d'eau sur lesquels on travaille font majoritairement 300 km² et plus, jusqu'à 2000, 3000, 4000 km², et encore plus sur les rivières des régions froides, là, où il y avait peu de travaux là, qui avaient été réalisés. La validation et l'application de bilans ligneux, donc de travailler sur qu'est-ce qui rentre dans le système, qu'est-ce qui est mobilisé, qu'est-ce qui est expulsé du système, est ardu et difficile à mettre en place là, à différentes échelles spatiales et temporelles. Donc, on fait parfois l'application de bilans ligneux, par exemple ici sur le barrage de Génissia, où les bois sont retirés et on sait les volumes qui sont arrivés. Mais dans les milieux naturels, c'est rare là, d'avoir des structures qui va capturer l'ensemble du bois qui provient du bassin versant. On a aussi une connaissance limitée sur la dynamique spatio-temporelle là, des large wood, là, donc des bois en rivière à l'échelle des corridors fluviaux et des bassins versants. Et on a assurément un besoin de connaissance actuellement dans les contextes de projets de restauration low-tech, de projets de réinjection de bois dans les cours d'eau, afin de s'assurer d'avoir des projets qui sont cohérents avec la réalité terrain.
Si je prends à l'échelle du Québec, on a aussi des motivations locales au niveau des gestionnaires, par exemple, où il y a des défis identifiés par les gestionnaires locaux pour documenter la dynamique des embarques de bois dans les cours d'eau dans une perspective de conservation du saumon atlantique, dans le contexte où on travaille majoritairement dans des rivières à saumon. Il y a toujours la question de la libre circulation des salmonidés en lien avec la présence d'embarques dans les cours d'eau et où on doit travailler sur des stratégies de gestion dans des contextes là, de grands radeaux de bois qu'on retrouve, là, que je vais vous présenter tout à l'heure. Un autre des défis qu'on observe en Gaspésie ou dans l'Est du Québec, c'est une augmentation globale des volumes de bois dans les cours d'eau. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Fin de l'agriculture dans les années 60-70, l'arrêt aussi du flottage du bois, changement dans l'utilisation du sol, changement dans l'utilisation des rivières. Donc, on observe une augmentation assez généralisée des volumes en bois. Donc, assez rapidement, on a travaillé au cours des 15 dernières années sur 5 rivières principales, mais je vais me concentrer sur 4 ici, où on réalise là, des inventaires interannuels dans ces 4 principales rivières-là. Lorsqu'on parle d'inventaire interannuel, on parle de mesure de l'ensemble des accumulations de bois qu'on retrouve dans le cours d'eau, où on a des équipes qui vont sur le terrain, qui vont mesurer, là, comme vous pouvez voir par exemple un étudiant ici qui mesurait des embarques de bois. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces questions-là de mobilité des embarques, de déplacement à l'échelle du corridor fluvial. Donc, inventaire qu'on réalise depuis les années 2010, où dans certaines rivières, on est rendu avec 9 inventaires réalisés, multiples projets de maîtrise, thèses, post-doc là, qui ont été réalisés sur ces cours d'eau-là et qui nous permettent là, de travailler sur des questions de dynamique des bois à l'échelle régionale pour comprendre et tenter là, de regarder au niveau des relations. Je vais vraiment sommairement là, cet après-midi ici. Mais on a différentes publications là, en lien avec ces éléments-là, différents mémoires qui ont été publiés. Donc, si on prend par exemple ici, à l'échelle régionale, si on se concentre sur 3 rivières sur lesquelles on a le plus de suivi, bien, c'est possible là, de regarder où vous avez en grisé les densités de bois, donc en mètres cubes par hectare, selon les cours d'eau. Par exemple, ici, pour la petite rivière Cascapédia, où on atteint des 4000 mètres cubes de bois par hectare de cours d'eau et corrélé aux événements hydroclimatologiques. Pour la Mont-Louis, même chose ici, où on atteint des volumes de 2000 mètres cubes là, par hectare de rivière. Et pour la rivière Saint-Jean ici, où là, vous voyez qu'on travaille à différentes échelles spatiales. Donc, pour la rivière Saint-Jean, on a des suivis sur 60 km de cours d'eau, 40 km pour la rivière Petite-Cascapédia et 12 km pour la rivière Mont-Louis, et qui nous permet là, de travailler sur cette notion-là de débit, de relation entre les crues et les volumes de bois là, qu'on retrouve dans le cours d'eau. Donc, qui implique là, la notion de bilan ligneux, donc de qu'est-ce qui est rajouté dans le cours d'eau et qu'est-ce qui est évacué. On peut travailler aussi sur les relations pour voir, par exemple, la trajectoire temporelle. Donc, ici, en prenant les volumes de bois pour chacun des corridors fluviaux, à partir d'analyses par corrélation de Spearman, par exemple, ici, où lorsqu'on est au-dessus de zéro, c'est que les volumes, la trajectoire des volumes augmente. Lorsqu'on est en dessous, les volumes diminuent dans ce secteur-là. Donc, on peut voir que les relations sont différentes d'un cours d'eau à l'autre, ou par exemple, pour la rivière Saint-Jean, les volumes semblent ne pas augmenter, ou dans certains secteurs, ça augmente, dans d'autres, ça diminue. Donc, il y a une plus grande mobilité à l'intérieur, versus pour la petite Cascapédia ici, où les volumes tendent à augmenter là, presque partout dans le cours d'eau. Donc là, ici, c'est lorsqu'on regarde en termes de dynamique régionale au niveau des volumes en bois. Mais qu'est-ce qui devient intéressant aussi, c'est lorsqu'on regarde, par exemple, ici, c'est le même type d'analyse, mais à partir du nombre d'embarques qu'on retrouve. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'une augmentation des volumes de bois n'entraîne pas automatiquement une augmentation du nombre de bois. Donc là, par exemple, dans la rivière Saint-Jean, on voit qu'il y a une plus grande augmentation du nombre d'embarques et d'accumulations différentes, mais que les volumes
n'augmente pas nécessairement. Donc, il y a une plus grande répartition, donc une plus grande mobilité des bois dans ce bassin versant-là, versus la petite Cascapédia, où le nombre, la trajectoire du nombre d'embarques tend à diminuer, mais les volumes, eux, augmentent. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce cas-là, c'est que les embarques deviennent de plus en plus gros et où on a plusieurs structures là, importantes qui vont retenir les bois qui vont provenir de la. Donc, c'est des exemples de relations qu'on peut regarder lorsqu'on travaille à une échelle régionale comme ça. Donc, ça, on travaille sur les différentes variables hydrogéomorphologiques. Donc là, je vous ai présenté l'augmentation des volumes en lien avec le nombre d'embarques, mais on travaille aussi sur les notions de crues de récurrence 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, par exemple, avec les taux de migration latérale, avec la dynamique de transport de sédiments, par exemple, par la superficie des bancs d'accumulation. Et on peut travailler sur cette notion-là de trajectoire des systèmes en incluant là, la dynamique du bois dans cette analyse de trajectoire. Donc, par exemple, pour les rivières de l'Est du Québec, qu'est-ce qu'on observe? Bien, c'est une augmentation des débits maximaux et de la récurrence des crues de 2, 20 et 50 ans dans les dernières périodes, donc depuis le début des années 2000. On observe une augmentation de l'érosion et donc, par conséquent, là, une augmentation aussi de l'introduction de bois dans les cours d'eau, d'autant plus que les zones tampons de protection des bandes riveraines tend à augmenter aussi. Donc, plus d'érosion, plus de présence d'arbres matures sur les berges, fait en sorte que, qu'est-ce qui explique pourquoi qu'on a une augmentation. Donc, une augmentation du volume et de la dynamique là, des embarques et des interactions qui existent, qui peut inquiéter certains gestionnaires, mais lorsqu'on met ça en perspective, bien, on peut travailler là, sur ces perceptions-là. OK. Deuxième grand point que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est les grands complexes d'embarques et de rafts qu'on retrouve là, dans l'Est du Québec, où il y a assurément des enjeux de gestion, de cohabitation qui survient là, dans ces contextes-là, où vous avez un exemple ici d'une image oblique qui date de 2009 sur la rivière Saint-Jean, complètement à l'est de la péninsule de la Gaspésie, où jusqu'en 2015, on avait un embarque majeur de 3,5 km de long par plus ou moins 50-60 mètres de large. Et vous avez une échelle un peu de l'épaisseur, ou dans certains contextes, dans certaines portions de l'embarque, on était plus sous forme de radeau. Dans d'autres secteurs un peu plus en aval, par exemple, où les embarques étaient plus compactés, où là, ça touchait autant du lit jusqu'au sommet. Donc, on était dans un contexte là, relativement unique d'un des plus grands rafts contemporains au monde. Donc, vous avez ici une autre image qui montre un peu ce complexe-là, qui était où on est à l'embouchure de la rivière Saint-Jean, donc dans un milieu estuarien anastamosé avec 3 chenaux principaux, avec le chenal sud ici qui était l'embarque principal d'1,5 km. Vous avez le chenal nord ici avec des accumulations qui datent depuis les années 50-60 et le chenal central là, qui est caché un peu derrière la végétation, mais où on retrouve là, un autre embarque là, dans ce secteur-là. Donc, depuis 2010, qu'on utilise cette structure de trapage des bois qui proviennent de l'amont, où on peut travailler là, sur différentes questions d'analyse historique, de fonction de dynamique temporelle, d'évolution du raft, mais aussi des apports en bois qui proviennent de l'amont, et dans des projets que je développe ici actuellement en France, de travailler sur la notion dendrochronologie et de dendrochimie. Donc, pour vous montrer un peu l'évolution temporelle, là, j'y vais encore sommairement pour vous présenter un peu les différentes thématiques sur lesquelles on a travaillé. Comme vous pouvez voir, le raft de la rivière Saint-Jean depuis 1963, c'est un apport interannuel qui est quasi systématique, donc à chaque crue printanière. Donc, on est dans un contexte, nous, de régime pluvio-nival, où on va avoir une crue importante à la fonte des neiges au printemps, donc il va survenir généralement en avril, mai, juin, et parfois une autre crue un peu plus importante à l'automne en lien avec les tempêtes post-tropicales qui arrivent de la côte est américaine. Donc, on a des apports là, quasi annuels là, dans le delta depuis 1963. Et c'est possible, à partir de l'imagerie aérienne historique et à partir de l'imagerie satellitaire, de travailler là, sur cette variabilité interannuelle où on était capable de reconstruire cette construction du raft là, à partir
de l'imagerie. Par exemple, ici pour le Chenal Nord, qui était la première portion du chenal, qui était le chenal principal jusque dans les années 70. Par la suite, dans les années 60-70, le chenal central aussi était une des voies d'évacuation de l'eau qui a accumulé le bois. Et depuis les années 90, le chenal du Sud, sur lesquels on a une meilleure résolution spatiale dans le contexte où on a accès à plus d'imagerie depuis les années 90. Donc, un peu en image, là, vous êtes capable de deviner ici là, les accumulations de bois qu'on retrouve, des embacs ici qui ont plus de 50 ans, 40-50 ans, là, qu'on retrouve là, dans le chenal du Nord. Si on regarde les liens entre les débits maximum qu'on a pu observer et qu'on positionne, et on voit la croissance de ce rafle-là qui va varier selon les événements hydroclimataux. Donc, lorsqu'on a des crues un peu plus importantes comme celle de 2004, vous voyez là, un volume relativement élevé là, s'accumuler et ainsi de suite là, sur l'évolution. Je vous parlais d'enjeux tout à l'heure, donc il y a effectivement un enjeu de gestion où les gestionnaires de cette rivière croyaient que cet embac-là engendrait des problématiques au niveau de la libre circulation du saumon. Donc, d'immenses travaux de démantèlement ont été mis en place là, en 2015. Donc, des travaux qui ont duré pendant 2 mois. Vous pouvez voir ici que les travaux ont été faits durant la période hivernale, donc pour le mois de janvier-février 2015 pratiquement 18 à 20 heures par jour avec des pelles mécaniques pour retirer le bois et qui a été déposé parce que il y avait des craintes que les ponts de glace ne durent pas assez longtemps pour pouvoir sortir l'ensemble du bois. Et comme vous pouvez voir, l'ensemble du 1,5 km du chenal sud ici a été accumulé là, en plein cœur là, de la zone estuarienne. Donc, démantèlement majeur, mais qui donne aussi une occasion là, unique là, de pouvoir travailler là, sur les bois qui ont été retirés et aussi là, sur la reconstruction de ce bac-là. De cet embac-là. Dans le contexte où on a retiré le bois, mais qu'on sait qu'il y a une dynamique de mobilité des bois relativement élevée, donc les conditions morphologiques dans l'embouchure sont toujours présentes. Donc, je ne peux pas vous poser la question, mais chez vous, dites-vous, qu'est-ce que vous pensez qui arrive lorsqu'on est dans un contexte où il y a énormément de mobilité de bois, qu'on a la même morphologie? Bien, assurément, l'embarque est déjà en train de se reconstruire depuis 2016-2017. Les 2 premières années, suite au démantèlement, on a eu des crues relativement faibles, mais vous pouvez voir ici les volumes cumulés en mètres cubes de bois. Donc, on a eu presque 12 à 14 mètres cubes de bois qui a été retiré en 2015. Ici, chute drastique lorsqu'on a retiré l'ensemble du bois. Et vous pouvez voir là, que maintenant, on est déjà rendu entre 4000 et 6000 mètres cubes d'accumulés depuis 2015 et que la croissance de ce rafle-là semble plus rapide là, qu'avant le démantèlement, donc durant la période de début du raft. Donc, voilà un peu ici. Donc, vous avez l'image juste avant le démantèlement ici en 2014. L'image immédiatement en 2016, l'année après le démantèlement. Donc, l'ensemble du bois qui a été accumulé ici. Et assez rapidement, pour vous montrer l'évolution du raft, là, vous voyez ici le premier foyer d'accumulation. On en retrouve aussi dans les diffluences ou les confluences, comme vous pouvez voir ici. Et le bois là, qui s'accumule jusqu'à temps d'arriver ici avec un 4000 mètres cubes de bois. Il y a aussi l'enjeu que le fait d'avoir laissé le bois en plein milieu, on est dans un contexte estuarien, contexte où on a des évolutions relativement fréquentes. Donc, dans ces contextes-là, il y a un risque que l'écoulement s'écoule ici. Je passe un peu rapidement parce que je vois le temps qui file, mais à partir de ce projet-là, ça mène un peu au projet que je tente de développer ici avec des collègues français, avec entre autres Brice Mourier de le NTPE et avec Anne-Lise Devel, pardon, à l'Université Savoie-Mont-Blanc, sur lesquels on veut travailler sur les questions dendrochimie, dendrochronologie, où durant le démantèlement, on a été capable de retirer, de récupérer plus ou moins 400 rondelles de bois pour travailler sur la notion de temps de résidence. Donc, le temps de résidence, c'est le temps qu'un arbre va rester dans le cours d'eau, va tomber dans la rivière par migration latérale ou par les différents apports dans le cours d'eau, va être mobilisé durant les crues et va s'accumuler à la fin du système.
Donc, on a pu récupérer plus ou moins là, un arbre à toutes les 3 mètres linéaires, certains secteurs un peu plus faciles d'accès, d'autres un peu moins, ou à partir d'analyse de datation croisée, qui a été un premier projet là, qu'on a mené en 2016, 2017, 2018, où on a pu travailler là, sur l'année de mortalité de ces arbres-là. Donc, par datation croisée, on peut revenir en arrière pour savoir exactement à quelle année cet arbre-là est décédé. Donc, on utilise des courbes de croissance des arbres. On travaille uniquement avec du tuya occidental où on a des courbes de croissance des arbres de 1404 jusqu'à 1982 de l'ère d'aujourd'hui. Et par datation croisée, on est capable de repositionner les cernes de croissance et de savoir exactement en quelle année l'arbre est mort. Et à partir de l'imagerie satellitaire, on est capable, et aérienne, on est capable de savoir exactement à quelle année l'arbre est arrivé dans l'embouchure du cours d'eau. Donc, à partir de ça, on peut travailler sur cette notion-là de temps de résidence et quelques résultats un peu ici qui montrent cette rapidité des bois à être mobilisés dans les cours d'eau de la Gaspésie où le temps médian est de 3 ans. Donc, entre ce que l'arbre tombe dans le cours d'eau et soit mobilisé sur 30, 40, 50, 60 kilomètres. Donc, c'est relativement très rapide. Il y avait seulement 3 arbres qui avaient un temps de résidence supérieur à 100 ans dans l'embouchure, donc qui avaient réussi à sortir du système. L'arbre le plus vieux qui avait réussi à sortir du système, c'était 172 ans. Et sinon, 64% là, des arbres avaient un temps de résidence inférieur à 5 ans. Donc, c'est un concept clé pour pouvoir travailler puis aller encore plus loin par la suite là, en termes de bilan ligneux. Euh, Démarrage d'une nouvelle collaboration ici en dendrochimie en France. Pourquoi dendrochimie? Parce que là, on sait le temps de résidence, mais on ne sait pas exactement d'où proviennent les arbres dans le bassin versant. Donc, par dendrochimie, on a à partir, donc là, je vous disais qu'au début, on avait plus ou moins 400 rondelles qu'on avait récupérées dans l'ancien raft. On a plus ou moins 200 rondelles qu'on a récupérées dans la construction du nouveau raft depuis les dernières années. Et on est en train de construire là, une série à partir de carottes de bois vivant en utilisant une mine de cuivre qui a été en fonction là, pendant une quarantaine d'années, afin de voir si on peut pas utiliser les émanations faites par cette mine de cuivre-là, et si on est capable de les retrouver à l'intérieur là, du bois vivant. Pourquoi? Bien, par la suite, on pourrait appliquer cette notion de concentration d'éléments chimiques, d'éléments provenant de la mine sur nos 600 rondelles de bois mort qui nous permettraient de savoir en quelle année ils sont morts, mais aussi à partir de la série sur les arbres vivants, sur la concentration de différents éléments en biogéochimie qu'on peut utiliser, bien, est-ce qu'on est capable de savoir à l'intérieur du bassin versant d'où provient chacun de nos arbres? Donc, c'est un partenariat qui est en développement actuellement. Donc, les premiers tests seront faits début février. On est en train de préparer les échantillons actuellement. Et on travaille avec Brice Mourier sur ces questions-là parce qu'il y a aussi toute la question de footprint environnementaux, donc qu'on pourrait déceler là, à l'intérieur là, des différents cernes des arbres. Donc, projet en cours de développement là, qui devrait donner des résultats dans les prochaines années. Je vous ai présenté le cas de la rivière Saint-Jean. Un autre cas, j'aurais pu vous présenter différents cas d'embarque majeurs. Un cas rapide que j'aimerais vous présenter, c'est le cas ici là, sur la rivière Port-Daniel, qui est environ à 100 km de la rivière Saint-Jean où on était tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que je voulais vous présenter rapidement, c'est de vous montrer un peu l'évolution, la trajectoire entre un système jusque dans les années 2000 qui était entretenu, où il y avait de l'agriculture et où l'agriculteur entretenait un chenal principal et donc où on avait un impact humain. À ce niveau-là. Nous, on a été appelés au milieu des années 2010, donc 2015-2016, pour travailler parce que les gestionnaires avaient certaines craintes de la présence d'embarques de bois, de barrages de castors sur la libre circulation du poisson. Et on a travaillé pour appliquer là, une analyse diagnostique de bilan ligneux à l'échelle du bassin versant. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'à partir de 2004-2005, où on a complètement arrêté
arrêter d'entretenir les chenaux principaux et à stopper l'érosion dans certains secteurs, que le retour des embarques de bois, le retour du castor dans ces secteurs-là, a ramené un système anastomosé là, naturellement, sans avoir aucun travaux de restauration dans ces secteurs-là. Donc, naturellement, le système s'est auto-restauré à partir là, de la présence de rafles de bois qui a ramené là, la notion d'avulsion, de création de nouveaux chenaux et avec les barrages de castor là, qui ont aussi là, permis là, d'accélérer cette transition-là. Donc, intéressant de ce côté-là. OK. On va passer un peu rapidement sur les dynamiques glaciales là, dans le contexte où j'aimerais vraiment vous présenter le guide là, sur lequel on a travaillé. Je pourrais peut-être refaire une présentation un peu plus tard, simplement pour vous montrer un peu exotiquement là, à quoi ça peut ressembler une dynamique des glaces mécaniques, puis l'impact que ça peut avoir là, sur le transport de bois. Donc, désolé un peu pour la qualité de l'image, mais vous pouvez deviner ici là, les bois qui sont transportés là, sur le couvert de glace. En blanc, ce sont tous des morceaux fragmentés de bois là, liés à un couvert de glace qui était présent sur le cours d'eau et avec une augmentation des débits qui a été transportée. Et je voulais vous montrer aussi un autre exemple ici sur une autre rivière, là, sur la rivière Matapédia, pardon, ou sur le recrutement du bois, et pour vous montrer un peu la force et l'impact que peuvent avoir là, ces débarques des glaces-là, où vous voyez là, les arbres sur une berge, sur une petite île, qui sont complètement là, écrasés et apportés dans le cours d'eau. Donc, la dynamique des glaces est importante à prendre en compte là, dans nos projets, dans le contexte où ça a un impact morphologique élevé. Puis, nos équipes, autant à Rimouski qu'à Chicoutimi, à mon université, où on travaille là, sur ces questions-là. Donc, on a travaillé là, sur ces questions-là aussi de transport de bois, donc où on a quantifié le nombre de bois qui passaient à la minute, par exemple, dans un contexte avec des barques mécaniques, ou qu'est-ce qui est intéressant lorsqu'on a des débarques mécaniques, c'est souvent les débits vont être relativement faibles, mais les niveaux d'eau vont monter très rapidement dû à la présence de glace. Donc, par exemple, pour une crue en 2012, où on avait des débits de l'ordre de 30 à 50 mètres cubes, mais on a enregistré là, du transport du bois de 15 bois à la minute versus des crues sans glace où on observe là, des 1,4 bois à la minute pour une crue de plus ou moins 200 mètres cubes et jusqu'à 10 bois à la minute. Donc encore là, avec une crue de 250 mètres cubes. Donc avec une différence de près de 200 mètres cubes, on a des volumes de bois qui sont transportés lorsqu'on a une débarque des glaces là, à des débits beaucoup moindres. Donc, qu'est-ce qui vient compliquer un peu là, les relations si on se compare, par exemple, avec des travaux qui sont faits ici en France, là, avec la présence des caméras, mais qui amènent cette particularité. On a travaillé aussi sur différentes questions avec Baptiste Janet sur les liens entre les embarques de glace et les embarques de bois. On a un nouvel étudiant avec Thomas Buffin-Bélanger, là, Samuel Laroche, qui a commencé en septembre et qui va travailler sur ces questions-là d'embarques de bois et d'embarques de glace. Si vous me permettez, je vais passer un peu rapidement là-dessus pour aller sur le guide du bois, parce que je pense que ça peut être assez intéressant, puis où il y aurait peut-être des collaborations potentielles pour pouvoir appliquer ce guide-là au Québec. Donc, au niveau de la gestion au Québec, il y a, comme un peu partout dans le monde, comme c'est reconnu dans la littérature, il y a une perception là, négative des embarques de bois, mais une perception qui persiste. Donc, je vous rappelle tout à l'heure, Kevin disait qu'on avait publié un guide sur la dynamique du bois en rivière en 2019. Et là, qu'est-ce qui nous amène? Qu'on a des sondages et des résultats d'un sondage qui a été fait en 2018 avant le guide et en 2024 après le guide. Et là, un peu à notre grand désarroi, on s'est rendu compte, on observe que la perception du bois dans les cours d'eau est encore plus négative par la suite. C'est pas directement en lien avec la diffusion de notre guide, je vous rassure. C'est surtout dans le nombre d'années, par exemple, que les gestionnaires sont dans les organisations qui travaillent sur la gestion des bois dans les cours d'eau. Donc, qu'est-ce qui nous amène la réflexion que des formations doivent être maintenues ou doivent être faites plus fréquemment parce que
lorsque le guide a été publicisé, il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites, il y a eu plusieurs formations aussi. Donc, ce sondage-là nous montre qu'on doit continuer à partager nos connaissances, à diffuser les guides ou à donner des formations parce qu'il y a une évolution assez rapide, du moins au Québec, là, des employés là, dans ces milieux-là. Donc, à partir du sondage de 2018, on est arrivé aux besoins que les gestionnaires ont identifiés d'avoir un guide là, des saines pratiques là, en termes de gestion du bois dans les cours d'eau. Pour intégrer aussi les aspects hydrogéomorphologiques, les aspects biologiques, écologiques et les aspects de sécurité civile, qui avaient un besoin d'aide pour pouvoir identifier est-ce qu'un embarque est problématique ou non. Donc, ça, c'est la matrice d'aide à la décision qui a été développée. De quel endroit provient ce bois? Est-ce que c'est des raisons environnementales, anthropiques? Est-ce que ce bois-là présente un problème? Donc, assez rapidement, on voyait qu'il y avait un besoin au niveau des gestionnaires. Donc, on a développé ce guide en 2019, comme Kevin le dit, réédité partiellement en 2022. Là, vous avez le code QR ici si vous voulez le récupérer. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez récupérer le guide. Il est disponible facilement sur le web, mais où on aborde là, les questions de gestion du bois dans les cours d'eau, de notions de base en hydrogéomorpho, du rôle du bois sur la dynamique, la biodiversité, l'influence globale du bois dans le système fluvial. On présente des études de cas aussi qu'on a réalisées au Québec. Et donc, c'est vraiment un guide de connaissances de base et qui mène à l'utilisation aussi d'une matrice d'aide à la décision. Donc, par exemple, ici, on a développé cette matrice qui est dans Excel, facile d'accès, qui est accessible aussi à partir de ce code QR-là, où l'outil d'aide à la décision est basé sur une série de plus ou moins 40 questions qui va sortir deux graphiques. Donc, le premier qui permet là, d'analyser les indices de dynamisme fluvial et la dynamique du bois, où là, on va avoir différentes questions. Donc, dans quel type d'environnement fluvial on se retrouve, quel type de berge, c'est quoi les changements historiques, est-ce qu'il y a de la mobilité présente, c'est quoi le style fluvial, le type de crue, et même chose au niveau du bois. Donc, c'est quoi le pourcentage du chenal obstrué par un embarque, c'est quoi le ratio de la hauteur des arbres par rapport à la largeur du chenal, est-ce que la présence d'embarque agit comme une protection de berge? Est-ce que ça crée plutôt de l'érosion? C'est quoi la densité? C'est quoi la trajectoire des volumes en bois? Et ça permet là, de positionner, par exemple, ici, en répondant aux questions, on arrive à un indice de dynamisme fluvial de, par exemple, de 0,7 et 0,6. Donc, on est dans une zone où peut-être qu'un suivi et des études seraient à considérer parce qu'effectivement, la dynamique fluviale fait en sorte que les embarques pourraient peut-être devenir problématiques versus si on était dans ce cadran-là où là, c'est un maintien plus à considérer. Donc, ça nous amène à quatre indices comme ça. Donc, dynamisme fluvial, dynamique du bois, et par la suite, là, tout ce qui est en lien avec les enjeux de sécurité civile et en lien avec les habitats. Encore là, même principe là, avec est-ce que la présence de l'embarque favorise la création d'une fosse? Est-ce que c'est une source de refuge thermique? Est-ce que ça crée une connexion avec les milieux riverains? L'impact de démantèlement, est-ce que ça serait un impact mineur, moyen, majeur? Donc, vous voyez un peu le principe où on répond à différentes questions et qui permet encore une fois là, d'arriver à cette notion-là. C'est pas un outil qui donne 100% la réponse, mais si on prend l'ensemble des indices, ça crée un point de départ dans la prise de décision. Ça permet aussi aux gestionnaires de se poser des questions sur les dynamiques fluviales, sur la dynamique du bois dans les cours d'eau, sur l'importance pour les avantages écosystémiques et sur les enjeux. Donc, c'est vraiment un point de départ à la prise de décision qui peut aider là, par la suite. Ça peut aider aussi dans un contexte où, si on veut réintroduire du bois dans les cours d'eau, donc on pourrait l'utiliser aussi dans ce contexte-là pour voir, OK, est-ce que l'embarque pourrait devenir problématique à moyen terme. Et donc, peut-être aussi d'initier là, de nouvelles analyses et tout ça. Donc, comme je vous disais, il y aurait peut-être l'intérêt de voir est-ce que là, nous, on l'a appliqué au Québec, on a eu quelques retours d'expérience de gestionnaire. Est-ce que c'est applicable en France? On l'a jamais essayé, mais ça pourrait être une question intéressante là, à voir là, pour travailler sur cette notion-là.
Donc voilà, je vais terminer avec ces éléments-là pour respecter mon plus ou moins 40 minutes. Mais un peu comme en France, j'ai participé là, aux 2 journées organisées par Lara sur la restauration low-tech. Au Québec, on est aussi là, dans cette mouvance-là de restauration par les processus, restauration low-tech. Donc plusieurs projets qui sont en cours actuellement. Plusieurs projets menés par la firme Rivière où c'est surtout dans des petits cours d'eau agricoles avec des problématiques là, d'incision. Donc, il y a plusieurs projets de réintroduction de bois dans ces cours d'eau-là pour diminuer l'incision. Donc, il y a un partenariat qui est en construction actuellement pour travailler là, sur les questions de durabilité de ces infrastructures-là, d'efficacité, de mobilité aussi sur le long terme. Donc, il y a des suivis RFID, caméra vidéo, caméra time-lapse, morphométrie et d'écologie aquatique là, qui devraient se mettre en place dans la prochaine année en partenariat avec la firme Rivière et différents ministères au Québec. On a aussi, donc là, ça c'était dans des plus petits cours d'eau, mais on a des projets dans des cours d'eau un peu plus consistants. Donc, par exemple, où on travaille dans certains cours d'eau qui ont été linéarisés pour la drave, donc pour le transport du bois à l'époque, où il y a des projets là, de réintroduction de bois. Puis on travaille vraiment dans une optique de tester différents types d'embarques, des embarques ancrées, des embarques non ancrées, où on va aussi utiliser de la télémétrie pour faire des suivis interannuels. Donc, on va avoir 3 sites de restauration qui vont être mis en place là, d'ici 2030 sur la rivière des Escoumins, donc sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, avec des suivis interannuels là, jusqu'en 2035 avec le partenariat avec Minerais de Fer Québec et WSP pour travailler aussi là, sur ces questions-là de durabilité, d'efficacité, mobilité des structures et des risques associés. Là. Donc, c'est les questions sur lesquelles on va travailler dans les prochaines années avec une multitude là, de projets actuellement en cours là, dans nos équipes, majoritairement à l'UQAR et à l'UQAC, donc avec Thomas Buffin-Bélanger, comme je vous disais tout à l'heure. On travaille aussi sur la perception, aussi en lien avec les castors, donc avec Pascal Biron là, de l'Université Concordia, où on vient de publier un article là, sur cette notion de gestion des castors au Québec. Donc, plusieurs projets qui sont émanés un peu du dernier colloque qu'on a organisé, Wood and Wall River 5, qui s'est tenu à Gaspé à l'été 2024. Et donc, relancer plusieurs projets là, sur la dynamique du bois là, dans nos équipes respectives au Québec. Et on se prépare là, pour le Wood and Wall River 6 en Australie, là, qui devrait avoir lieu en 2027, là, 2028. Donc voilà, j'ai dépassé un peu mon temps. J'espère que j'ai pas trop accéléré à la fin. Si vous avez des questions, donc ça c'est sur nos questions sur la dynamique du bois que je vous ai présenté, mon travail sur des développements d'outils géomatiques large échelle, restauration des processus, l'habitat du poisson comme je vous disais. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur nos travaux, on a une équipe là, exceptionnelle au Québec avec plusieurs professionnels de recherche, étudiants, donc avec une équipe là, de 20-25 à l'UQAC qui sont dédiés là, aux environnements de rivière. Donc voilà. Merci à vous tous, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire de recherche. Et aussi avec l'équipe là, de l'achat de recherche. Donc, je vous remercie beaucoup et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Maxime, pour la présentation. Et du coup, il y a déjà pas mal de questions. Peut-être que Kevin, veux commencer par ta question qui était justement qui rebondissait sur le guide et l'applicabilité en France. Ouais, tout à fait. Bah, merci Maxime pour cette présentation. Après, ouais, je peux commencer. Moi, j'avais une question. C'est vrai que le guide, mais tu en as parlé un petit peu. C'est dur de savoir finalement l'outil d'aide à la décision. Je pense qu'en France, ça plairait à beaucoup de personnes et c'est super pertinent. C'est un peu dur de savoir si l'outil que tu as développé toi serait adaptable en France ou si il faudrait finalement changer un petit peu, faire des modifications, quoi. Ben, je crois que c'est adaptable dans la majorité des environnements, là, dans le contexte où nous, le guide a été développé dans des environnements des Appalaches, donc rivière graveleuse, quand même à forte énergie avec des fortes pentes. On a travaillé aussi dans les dernières années pour adapter l'indice de qualité morphologique développé pour le contexte alpin au Québec, où on se rend compte que ça s'applique assez bien. Donc, je suis assez confiant que l'indice, il y a peut-être parfois, il y a sûrement des questions qu'on pourrait
pourrait laisser tomber, par exemple, sur les dynamiques glaciales où il n'y a pas de glace en France, mais l'indice est monté ou un peu comme l'indice de qualité morphologique où si on retire des paramètres, bien le calcul se réévalue. Donc, on peut retirer des questions qui ne sont pas adéquates là, pour le milieu, mais selon moi, ça s'appliquerait très bien en France. Là. Donc, assurément qu'on pourrait le tester. Ouais. Ok, sujet à suivre, super intéressant. Après, comme autre question, du coup, il y avait Antoine qui demandait est-ce que c'est possible d'estimer les quantités de bois naturelles, c'est-à-dire avant impact anthropique voilà. Est-ce qu'on pourrait savoir finalement le système naturellement quelle quantité de bois il aurait pu avoir? Bien, nous, dans nos systèmes, on est majoritairement là, dans presque, on avait estimé à plus ou moins le 95 du bois qui provenait là, de la migration naturelle du cours d'eau, de l'érosion des berges ou de mortalité naturelle. Donc, il y avait très, très peu de bois dans nos rafts qui proviennent là, soit de coupes forestières ou d'héritage de la drave. Là. Donc, on est vraiment dans pratiquement 100% naturel. Donc, ça a été des estimations qui ont été faites dans certains embarques, donc on l'a pas fait sur tous, mais ça se voit assez rapidement lorsqu'on est dans des contextes où on a le système racinaire qui est présent ou qu'il n'y a pas de traces de coupe. Donc, c'est majoritairement là, du bois qui proviennent de processus naturels. Ok, donc pour toi, c'est comparable à la quantité de bois qu'on pouvait avoir peut-être il y a quelques siècles ou quelques milliers d'années, il n'y a pas forcément de grosses différences. C'est une bonne question. Si on n'a pas les données pour le dire, par exemple, nous on a accès à des carnets d'arpenteurs ou des carnets d'explorateurs qui datent de la période de la colonisation ou des grandes explorations sur le continent nord-américain. Donc le roi anglais, par exemple, demandait à ses sujets de décrire le paysage et on retrouvait, par exemple, pour le raft de la rivière Saint-Jean, là, donc l'immense raft que je vous présentais déjà en 1840 un raft de 800 mètres de long en plein milieu du cours d'eau. Donc, je crois qu'actuellement, on doit être dans des volumes qui sont relativement similaires, surtout pour l'Est du Québec, pour la Gaspésie, où on a plus ou moins 50 000 habitants sur un territoire de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Donc, on a peu d'impact anthropique sur ces milieux-là. On a une protection des berges là, qui sont élevées. Donc, dans nos milieux de l'Est du Québec, ça peut représenter qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans un système naturel versus dans d'autres systèmes, par exemple, plus près des grands centres, comme plus près de Québec ou de Montréal, où là, on a assurément là, des volumes de bois qui sont inférieurs à ce qu'on avait historiquement. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui est intéressant de travailler sur les rivières sauvages de l'Est du Québec, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Il y a quand même des perturbations. Là. Je ne dis pas qu'on est dans un milieu sans perturbations, mais qui se rapproche le plus là, de rivières très naturelles. Ok, et la deuxième partie de la question, c'était sur la vitesse de dégradation du bois. Je pense qu'il y a déjà eu des études là-dessus, mais peut-être tu peux en dire un petit mot. Oui, effectivement, nous, on n'a pas travaillé directement sur la décomposition du bois. Il y a des travaux qui ont été faits par des collègues américains, par exemple, dans différents milieux, dans des milieux tropicaux, par exemple, versus d'autres milieux. Donc, effectivement, là, on peut avoir, sinon en foresterie, c'est assez commun là, d'avoir des valeurs de décomposition du bois. Nous, dans nos environnements nordiques où les températures sont relativement assez froides là, durant une période de 4 à 6 mois par année, les taux de décomposition sont un peu plus lents dans nos systèmes que dans d'autres systèmes. Mais ça joue un peu moins dans nos systèmes. Les arbres vont souvent être plus rapidement enfouis que de se décomposer complètement versus si on compare, par exemple, dans des milieux très chauds, des milieux tropicaux, où là, la dégradation va jouer beaucoup plus là, sur les bilans ligneux. Donc, nous, on a fait la prémisse que les taux de décomposition dans nos environnements fait en sorte que en termes de perte de volume à l'intérieur des bilans ligneux, ça demandait énormément d'efforts pour travailler sur cette notion-là de décomposition du bois et que ça valait pas l'investissement en temps et en argent de travailler sur cette notion-là parce que les taux de décomposition sont relativement faibles et d'autant plus qu'on est beaucoup dans des environnements
dans ces rivières-là où c'est beaucoup du tuyau occidental qui se décompose encore plus lentement que d'autres espèces d'arbres, là. Donc, mais dans certains contextes, effectivement, c'est nécessaire là, de prendre en compte cette notion-là là, de décomposition du bois, là, donc euh, à l'intérieur des analyses de bilan ligneux, là. D'accord, merci. Du coup, il y avait aussi une question de Clément sur les données par rapport aux poissons migrateurs, la continuité écologique, etc., notamment sur les rafts. C'est vrai, quand on voit des amas de bois aussi énormes, peut se poser des questions. Et puis aussi par rapport la présence du castor qui a été mentionnée. Donc, je ne sais pas si sur la continuité, vous avez fait des études à ce niveau-là. Ouais, sur la rivière Saint-Jean, avec l'immense rafle de 3,5 km, il y a eu un projet de télémétrie qui a été réalisé en 2009, 2010, 2011, où on observait que les saumons que les saumons atlantiques dans la rivière Saint-Jean prenaient entre 15 à 30 jours de plus pour monter à l'intérieur du système de la rivière Saint-Jean par rapport aux autres rivières à côté, là, la rivière York, Dartmouth, où la montaison est un peu plus rapide. Mais on n'a pas de données avant la présence d'embarque, donc c'est difficile d'être sûr à 100% que c'est les RAF ou les embarques qui vont avoir un impact réel. Dans le contexte où, lorsqu'on est dans des milieux anastamosés, comme on voit sur la rivière Saint-Jean avec l'immense raft, il y a des chenaux un peu partout. On est dans des contextes où on a 7, 8, 9 chenaux. Donc, les saumons arrivaient toujours à trouver un passage. Donc, il n'y a pas d'enjeu réel. Et si on prend le deuxième cas que je vous ai présenté sur la rivière Port-Daniel, c'est la même chose où il y a toujours des chenaux de disponibles ou des secteurs où le saumon peut emprunter ou les truites de mer là, qu'on retrouve aussi. Et pour la question des barrages de Castor, on a travaillé aussi sur cette question-là, pas directement en Gaspésie, mais dans d'autres rivières, là, la rivière Well, par exemple. Et on se rend compte que pendant certaines périodes de temps, il peut y avoir un certain blocage, mais on a fait le suivi sur 5 barrages de Castor et sur les 5 barrages de Castor qu'on suivait, il y avait toujours des périodes hydrologiquement parlantes qui étaient propices à la montaison de l'ombre de fontaine ou de la truite de mer et du saumon atlantique. Donc, il y avait toujours des ouvertures qui se faisaient durant les différentes saisons hydrologiques et qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était pas un enjeu en termes de libre circulation. Il y avait toujours des moments où les poissons pouvaient se déplacer de l'amont vers l'aval à plusieurs périodes durant l'année. Donc, c'était pas un enjeu sur une période d'une année complète en termes d'hydrologie. Ok, merci beaucoup, Maxime. Je ne suis pas clair, Lise, si voilà, on a dépassé les 6 heures. Ouais, on a encore peut-être 5 minutes pour Ok, ça finir marche, avec les super. dernières remarques, questions. Ok, bah, il y a Alexis qui demande si le guide est disponible en anglais, Maxime. Le guide n'est pas disponible présentement en anglais. Il y avait des discussions pendant un certain temps là, avec des collègues là, du Nouveau-Brunswick là, et du sud de la Gaspésie pour peut-être voir pour une traduction, mais à court terme, ce n'est pas dans les plans. Mais Il me on semble aimerait, on que aimerait. il y a un guide américain, il me semble aussi, sur le bois en rivière qui est assez complet en anglais. Ouais, je Donc, vous ai pas présenté d'autres guides. Guillaume Piton aussi, en France, a développé un guide là, dans les dernières années. Donc, je pense que nos guides peuvent être complémentaires ou avec l'outil qu'on a développé. Mais effectivement, aux États-Unis, là, il y a 2 guides là, principaux là, qui existent là, en anglais mhm. qui peuvent peut-être aider. Ok. Et Raphaël qui demande par rapport au fait que vous ayez enlevé ce raft énorme sur la rivière et que vous ayez tout démantelé. Alors, tu as parlé du contexte de l'estuaire, mais je ne sais pas s'il y avait une raison majeure pour ça ou est-ce que c'était vraiment justifié de devoir tout enlever? Bien, je peux aller dans le détail, là, effectivement, puis on a fait des suivis aussi plus détaillés, le post-démantèlement. Je vous dirais que la décision prise pour le démantèlement était davantage politique ou de perception, dans le contexte où pendant plusieurs années, les gestionnaires du cours d'eau euh, affirmait que l'embarque de bois, que le RAF bloquait la libre circulation du saumon, que les saumons étaient plus fatigués quand ils arrivaient dans la rivière, que l'industrie de la pêche au saumon est très, très lucrative au Québec et très importante localement pour l'économie locale.
Donc, ça fait en sorte qu'il y avait moins de pêcheurs qui allaient sur cette rivière-là, donc une perte de revenus. Il y avait la perception qui persistait malgré le fait de ne pas avoir de données probantes qui affirmaient hors de tout doute là, que le raft jouait négativement sur le saumon. Donc, ça a été plus une décision politique qui a été faite par rapport à ça. Donc, vraiment lié à une perception, parce que nous, de notre côté, lorsqu'on nous demandait notre avis, là, je peux aller dans le détail, mais sur l'embouchure de la rivière Saint-Jean, on observe qu'il y a une avulsion majeure qui survient entre toutes les 10 à 15 ans. Les avulsions, c'est des changements de tracé rapide de cours d'eau, puis avec la création d'un nouveau chenal, et ça, c'est classique là, des milieux anastamosés ou des milieux divagants ou à la branche comme ça, où on a toujours une construction de nouveaux chenals de nouveaux chenaux qui vont apparaître. Et nous, qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'une fois que le chenal allait être comblé complètement, bien, il y avait déjà un début de création d'un nouveau chenal et que automatiquement le système allait s'auto-réguler et allait créer un nouveau chenal assez rapidement. Mais les gestionnaires ont décidé d'aller de l'avant. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais c'était surtout politique. Et nous, ça nous permet de travailler sur cette question-là de démantèlement. On a travaillé aussi sur l'impact morphologique, comment c'est rajouté le profil en long suite au démantèlement, quelles sont les variations qui sont faites. Là. Donc, ça nous permet de comprendre un peu mieux des démantèlements majeurs comme ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact là, sur le cours d'eau. Ok, super intéressant, merci. Bah, c'est vrai que sur nos rivières, on voit plus trop de ce genre d'accumulation, donc c'est super intéressant. Bah, du coup, je pense qu'on a à peu près couvert les questions, Claire-Lise, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Un grand merci, Maxime, pour cette présentation de tes travaux et pour ce temps d'échange. N'hésitez pas, en tout cas, à contacter Maxime et à profiter du fait qu'il soit en France jusqu'à juillet pour échanger avec lui. Merci aussi, Kevin, d'avoir joué le jeu de l'animation. Et puis, on remercie aussi Lionel, le traducteur. Donc, à chaque fois, on veut que voilà, les webinaires ils puissent être suivis par différentes audiences. Donc, merci beaucoup, Maxime. Je ne sais pas si Antoine ou Kevin ou Maxime voulaient dire un petit mot de la fin. Après, ouais, enfin, je pense que ça tombe à point nommé. C'est vrai qu'en France, les sujets de bois en rivière sont en plein essor. Donc, le fait de t'avoir à Lyon, je pense que ça va être une belle opportunité pour nous pour continuer à investiguer ces sujets-là et avancer aussi sur ces sujets-là qui sont voilà, en plein essor. Donc, merci Maxime. Ben, merci à Et vous, puis au plaisir de collaborer avec vous. Simplement à m'écrire, puis on pourra mettre mon mail dans l'envoi. Là. Je vois que la Oui, question ouais, est apparue. ouais, on mettra le contact de Maxime dans l'envoi du replay. Mm. ce qui est intéressant en tout cas de voir, c'est que les questions se posent de deux côtés de l'Atlantique de la même façon et qu'on a, je dirais aussi, une avancée finalement. On pourrait dire le Québec soit en avance sur nous, parce que c'est milieu naturel. En fait, vous avez les mêmes questions que nous et c'est intéressant. Et socialement, c'est pareil aussi au niveau de l'acceptation du bois mort.